Bah écoutez, pour ceux qui me connaissent pas, ça doit être la majorité, je pense. En fait, je m'appelle Alexandre, j'ai été très actif sur ce Discord au tout début, un petit peu moins en ce moment vu que je suis pas mal pris. Et en fait, dans ma vie professionnelle, je suis économiste, plutôt focalisé sur les prévisions économiques, analyse de conjoncture. En fait, c'est essayer de deviner un an à l'avance ce qui va se passer, voire 2 ans. Et au-delà de 2 ans, la fiabilité des prévisions, elle est proche de zéro. Euh, donc voilà, donc c'est essentiellement des prévisions de court et moyen terme, le long terme étant imprévisible. Et forcément, vu l'histoire économique du pays où j'habite, le Brésil, où il y a beaucoup d'inflation, le secteur financier génère énormément de profits à cause du fait de la variabilité des taux d'intérêt et de l'inflation. Et donc c'est un secteur où il y a énormément de ressources qui sont investies et beaucoup d'économistes qui travaillent sur ces sujets. Ce qui est peut-être un peu la différence par rapport à la France. Et donc du coup, moi je travaille vraiment beaucoup sur l'inflation. Et voilà, quand je suis arrivé sur le Discord, je crois que c'était fin 2020, quasiment au moment de la création, je cassais un peu les pieds à tout le monde en disant que voilà, c'était vraiment très grave, qu'on était au devant d'une grosse crise d'inflation. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à intervenir dans le débat français. Et sachant que voilà, au départ, c'était un peu une position du Luberlu. Et finalement, en fait, il se trouve que la situation était pire que ce que je pensais. Parce que je pensais qu'il allait avoir un pétrole à 100 dollars, mais je pensais pas à 115 dollars. Vous voyez, c'était pas prévu, quoi. Donc voilà, donc finalement j'ai été un peu un Cassandre, mais j'ai été aussi surpris moi-même par la force de, de la crise, quoi. Même si j'annonçais quelque chose de grave, je ne pensais pas que ça allait être à ce point-là. Voilà, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet ou... Bah, on peut, hein, il est 40. Tout à Alors fait. voilà, ouais, l'idée de cette présentation, c'est la suivante. Voilà, en économie, on fait souvent beaucoup de vulgarisation parce que c'est un sujet assez technique. Euh, et euh, et, euh, et c'est assez intéressant, mais voilà, j'avais envie de faire des conférences qui, sans être quelque chose d'expert, étaient quand même un peu plus haut que la vulgarisation. Et peut-être que c'est un premier épisode, mais en fait j'aimerais vous montrer un petit peu comment est-ce que on analyse les scénarios économiques, on interprète les prévisions, sans rentrer dans le détail des maths et tout ça. Enfin voilà, ça c'est pas le sujet, mais c'est vous donner un niveau un petit peu supérieur à ce qui peut être fait d'habitude. Si vous voulez un exemple de personne qui a très bien réussi à faire des présentations de ce niveau-là, c'était Vincent Brousseau. C'est-à-dire que Vincent Brousseau, c'était très technique, sans être, euh, sans être le jargon d'expert qu'il utilisait au quotidien. Vincent Brousseau, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était l'économiste de l'UPR qui était ce qui se faisait de plus expert dans le champ politique français sur les questions de la BCE, qui malheureusement est décédé, et, mais qui a fait certaines conférences assez intéressantes vers lesquelles je vous renverrai. Par contre, si vous voulez vraiment voir le vrai Vincent Brousseau, euh, vous pouvez lire les papiers, working papers, les publications scientifiques qu'il a fait. Alors là, c'est vraiment d'un autre niveau. Donc en fait, je vais commencer, ça dépendra du temps qu'on aura, hein. Je vais essayer de modérer un peu. Mais si vous voulez, ces derniers temps, on entend euh, qu'il va y avoir une hausse des taux de la Banque centrale. Et en fait, comment est-ce que vous essayez d'analyser ça? De quelle manière c'est attendu par les marchés financiers?
quelles répercussions ça pourrait avoir. Voilà, en fait, on va focaliser là-dessus, et s'il reste du temps, on verra ce qu'on fera. Peut-être qu'à ce moment-là, on fera une première fournée de questions. Voilà. Alors, attendez, j'ai oublié une petite chose. Voilà, donc déjà, ce qu'il faut comprendre quand vous avez, je vais prendre un graphique, hein, même s'il est assez vieux, ça n'a pas changé depuis. Hein, donc, quand on vous parle de taux d'intérêt de la Banque centrale, il faut comprendre que la Banque centrale, elle a plusieurs taux d'intérêt. Il y a des pays qui n'en ont qu'un seul, hein, le Brésil par exemple, on a le taux Selic, et en réalité, la Banque centrale, elle en a deux, même trois en réalité. Elle a le taux de dépôt, qui est le taux le plus bas, et le taux de prêt marginal, qui est le taux le plus haut. Et à l'intérieur de ces deux taux, le taux interbancaire à court terme, il fluctue librement. C'est-à-dire que la Banque centrale, elle situe l'intervalle haut, l'intervalle bas, et le taux d'intérêt sur lequel les banques se prêtent entre elles sur le marché monétaire fluctue librement entre ces deux bornes. Et quand on vous parle de taux négatif en France, en réalité, c'est le taux de dépôt ici qui est négatif. C'est-à-dire que il est, regardez, Deposit Facility USCB. Voilà. C'est ce taux-là qui est en train de s'afficher. Et il est actuellement à 0,50. Et ce qui est un peu quelque chose d'absurde, hein, vous avez tous entendu parler du fait d'avoir la borne basse des taux d'intérêt qui peut aller en dessous de zéro. C'est comme si on vous donnait de l'argent pour emprunter. Ces mesures de taux négatifs, elles ont été prises par la Banque centrale, vous voyez, là, à peu près en 2014. Qu'est-ce qui se passait en 2014? C'était un moment assez difficile euh, de, euh, de la crise de la zone euro. Puis vous avez eu, au cours de l'année 2014, vous avez eu un krach pétrolier avec l'arrivée du pétrole de schiste américain. Et les États de la zone euro, ils commençaient à entrer en déflation alors que la crise de la zone euro n'était pas terminée. Et donc pour essayer de stimuler l'inflation et d'allévier un peu plus la pression sur les comptes publics des États de la zone euro, la Banque centrale, elle s'est mise en taux négatif. Voilà. Et au départ, les taux négatifs, c'était moins 0,10. C'était quelque chose de très très nouveau, vous voyez. Et finalement, au fur et à mesure, les taux ont été baissés jusqu'à la valeur qu'il atteint aujourd'hui de moins 0,50. Sauf qu'il y a une particularité, c'est que normalement, les taux de la Banque centrale européenne, elles fluctuent au milieu du corridor monétaire, sauf que maintenant, comme il y a un excès de liquidité sur le marché, les taux sur le marché interbancaire, ils sont à peu près égaux au taux de dépôt que je vous ai mis ici. C'est-à-dire que ce taux de dépôt, qui est censé être simplement la marge basse d'un corridor au sein duquel les taux d'intérêt fluctuent librement, il est devenu progressivement à peu près le taux de référence de la Banque centrale, à cause de cet excès de liquidité. Et la grande question que vous allez entendre parler dans les prochains mois, c'est simplement de relever ce seuil de 0,50 et de faire des hausses théoriquement de 0,25 points. Ça veut dire qu'à la première réunion, ils vont le remonter pour moins 0,25. Ensuite, ils vont le remonter pour 0, ensuite 0,25, ensuite 0,50. Voilà, ça c'est le plan qui est proposé par la Banque centrale.
Alors maintenant, quand vous entendez, quel est le lien entre entre, euh, entre ces taux de la Banque centrale et les taux d'emprunt des États? Ça, c'est un peu plus ardu parce qu'en réalité, le taux que je vous ai présenté ici sur ce graphique, en fait, c'est un taux au jour le jour. Et la Banque centrale, elle ne contrôle que ce taux au jour le jour. Ensuite, parce elle refinance les banques sur le marché interbancaire de cette manière. Et ensuite, les taux à plus long terme, eh bien, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend premièrement, si la France veut emprunter à plus long terme, elle va devoir emprunter le taux de la Banque centrale, plus par-dessus une prime de risque estimée par le marché suivant la santé des comptes publics français, plus ce qu'on peut appeler une prime de terme, hein, ou pour simplifier, c'est-à-dire que si les marchés anticipent que les taux de la Banque centrale européenne ils vont remonter à 1% d'ici un an, ils ne vont pas prêter à la France à taux fixe à 0%. Ça n'a aucun sens. Puisque les taux vont monter prochainement et attendre simplement un an permettra de prêter à 1% au lieu de 0. Et donc ça, cette attente de remontée des taux fait que quand il y a des hausses de taux qui sont attendues par le marché, eh bien, elles se reflètent immédiatement dans les taux d'intérêt de la France. C'est-à-dire que là, vous voyez les taux d'intérêt de la France pour des périodes plus ou moins longues. Et par exemple, quand on va prendre le taux de référence de 1,47 sur 10 ans, c'est-à-dire qu'à peu près les marchés espèrent que le taux de la Banque centrale européenne ne sera pas tellement différent de 1,47% en moyenne sur 10 ans. C'est-à-dire que les marchés, ils anticipent la hausse de taux, même si elle n'a pas lieu, et la France va s'endetter au taux auquel les marchés évaluent les taux futurs de la Banque centrale européenne. C'est un peu compliqué, hein. Ça veut dire que finalement, ces taux à long terme, ils ne reflètent pas ce que fait la Banque centrale européenne ou ce que dit la Banque centrale européenne. Ils reflètent ce que pense le marché de ce que va faire la Banque centrale européenne. Et ça, c'est très important. Parce que si la Banque centrale européenne, elle a une très bonne crédibilité, les marchés, si la Banque centrale européenne leur dit, bah, écoutez, je ne vais pas monter les taux pendant 10 ans, il n'y a pas de raison que les taux à court terme soient si différents des taux à long terme. Puisque les marchés achètent le scénario de la Banque centrale et ne s'en distancient pas spécialement plus que ça. Eh bien, le problème, c'est que dans la situation actuelle de forte inflation, de plus en plus de marchés, de plus en plus d'acteurs de marché ont tendance à ne pas croire le scénario de la Banque centrale européenne et à ajouter des hausses de taux fictives dans leur scénario pour savoir à combien ils vont prêter à l'État français. Et vous pouvez voir en réalité ces anticipations de marché qui tentent de prévoir ce que va faire la Banque centrale européenne. Vous pouvez voir ça dans certains indicateurs assez intéressants. Alors, je vais vous expliquer comment on lit ça. Ce tableau, c'est ce qu'on appelle la courbe des swaps OIS. Bon, pour être plus simple, on va dire c'est les attentes du marché. Et actuellement, vous voyez, ici, c'est ce que pense le marché
au sujet des hausses de taux de la Banque centrale européenne aux prochaines réunions. C'est-à-dire que là, vous voyez, pour la réunion euh, de, euh, de juin, hein, c'est le mois en premier, hein, puisque c'est un logiciel américain, le marché pense que la Banque centrale ne va quasiment rien faire. Et elle va quasiment pas augmenter ses taux en réalité. Par contre, pour la réunion de septembre, la Banque centrale, les marchés financiers attendent une hausse de 0,21. C'est-à-dire que les taux d'emprunt sur les marchés financiers se sont déjà calibrés sur le fait qu'il va y avoir 0,21% de hausse de taux d'intérêt. Et alors, à ce moment-là, souvent, vous pouvez entendre, si vous regardez des, des, des économistes parler, on vous dit, oui, les marchés price à 100% une hausse des taux. Attendez, j'essaie de réduire cette calculatrice. Qu'est-ce qu'on entend quand on vous dit les marchés price des hausses de taux Eh bien, merde. Ah. Par exemple, là, vous avez une hausse de taux de 0,21% qui est attendue par le marché. Eh bien, simplement, vous faites la division de la hausse de taux pricée par le marché divisée par la hausse des taux qu'on pourrait attendre de la Banque centrale européenne. Et là, vous obtenez 84%. Je vais multiplier par 100, mais c'est 84%. Et donc là, en réalité, ce chiffre, il indique qu'à 84%, les marchés s'attendent à une hausse de 0,25%. À ce tarif-là, pour la prochaine réunion, en août, le marché s'attend à une hausse totale de 50, c'est-à-dire qu'il price à 100% une hausse de 50 points de base. Et au final, à la fin de l'année, parce que là c'est décembre, le marché price 3 hausses de taux. Donc en fait, vous retirez les 0,75. Il price 3 hausses de taux de 0,75. Ah merde, pardon. Et il estime qu'à 60%, pardon, je me suis trompé. Je parle et je fais n'importe quoi. Et ils estiment qu'il y a 40% de chances d'avoir une autre hausse des taux au-delà de ces 3 hausses de taux de 0,25. Donc si on part simplement sur le scénario qui est acquis, c'est-à-dire 0,75 de hausse, ça nous fait des taux d'intérêt, un taux de dépôt à la fin de l'année qui serait de l'ordre de 0,25. Voilà. Je vais demander de temps en temps si c'est clair, parce que j'ai peur de perdre tout le monde en cours de route. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez répondre ou... Nickel. Ok. Ok, alors, voilà. Donc ça peut paraître très technique, mais en fait, ce tableau, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que premièrement, ça, c'est vraiment une photo qui a été faite le 13 mai. Ça date un petit peu, mais ça n'a pas trop changé. Mais si vous regardez dans le temps, l'évolution de cette ligne-là, des 0,85, euh, il y a encore... attendez, pourquoi c'est aussi grand? Il y a encore un mois, en fait, en avril, attendez, je regarde, vérifie ça. Non, en février, pardon, c'était encore à peu près à 0,45. C'est-à-dire que les attentes de hausse de taux ont doublé. C'est-à-dire que c'est quelque chose de dynamique. Plus les données vont être difficiles du côté des données d'inflation, de la baisse de l'euro, des tensions sur les marchés,
cette attente de hausse des taux, elle va grandir. Et parce que la Banque centrale européenne, les marchés financiers vont estimer que la Banque centrale européenne, elle va faire plus de hausse de taux et peut-être à un rythme plus élevé. Et ces derniers temps, vous avez eu beaucoup de remue-ménage parce que vous avez une personne qui s'appelle Knot, je me souviens bien, voilà, qui a dit que probablement la Banque centrale européenne, elle pourrait faire des hausses de 50 points de base au lieu de 0,25. Mais alors si vous reprenez, imaginez le scénario complètement fictif où la Banque centrale européenne, elle augmente de 50 points de base à chaque réunion, ça fait une hausse de taux de 2% en tout dans l'année. Ce qui est énorme, si vous voulez. 2% de hausse des taux sur les emprunts de la dette, notamment des pays du Sud, c'est énorme. Mais en fait, pourquoi est-ce que cette table, c'est importante? Parce que, je vous l'ai dit, c'est ce qui est déjà intégré par les marchés dans les prix de taux d'intérêt, de prêts ou d'opérations financières. Donc ça veut dire que, par exemple, les gens qui, on va dire, spéculent ou investissent sur l'euro, je vais vous mettre le graphique de l'euro, ce qu'ils ont en tête pour quand ils investissent dans l'euro, vous savez, plus une monnaie a des taux d'intérêt importants, plus elle se valorise parce que ça vaut le coup d'investir dans cette monnaie. Je vais prendre un exemple vraiment parlant. Voilà. Vous savez, malgré la hausse des taux aux États-Unis, voilà, on a eu un mouvement assez fort de baisse du dollar par rapport au réal ici au Brésil. Vous aviez le dollar qui valait 5,75 et on a eu une baisse, c'est-à-dire la monnaie brésilienne s'est valorisée de jusqu'à 4,88 maintenant, mais on est descendu un peu plus bas et on va probablement descendre. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on a eu cette valorisation? Parce que le taux d'intérêt aux États-Unis, pardon, au Brésil, il est de voilà, il est de 12,75%. Détenez cette monnaie, vous pouvez la placer en titre d'État sans risque à 12,75. Et ça, c'est vrai pour chaque monnaie. Chaque fois que vous investissez dans une monnaie, vous la placez au taux plus ou moins de la Banque centrale, on va dire. Donc plus le taux de la Banque centrale est attractif, plus cette monnaie vaut cher, parce que plus elle va rapporter d'argent. Si vous voulez, le taux d'intérêt, c'est un peu le dividende de la monnaie. Plus le taux d'intérêt est bas, moins la monnaie a de valeur. Mais quand les gens investissent... Pardon, je suis un peu malade, ici c'est la grosse vague de froid. Donc je me suis un peu enrhumé. Mais quand les gens investissent sur l'euro-dollar, ils ont en tête ces taux-là. C'est-à-dire que si la Banque centrale, elle fait moins que ce que réclame le marché, tous les opérateurs qui sont en train d'investir ou qui vont investir sur le dollar, sur l'euro-dollar, ils vont revoir en fait leur plan de bataille. Et si la Banque centrale, elle dit, bah, écoutez, je ne vais pas faire 0,85 de hausse de taux en tout, mais je vais vous faire la moitié. Eh bien, tous les investisseurs qui s'étaient positionnés en euros, ils vont dire, ah ouais, ben non, mais bon, si à ce tarif-là, ben, je vais vendre un petit peu, je vais vendre 20% de ce que j'avais investi en euros, parce que ça rapporte moins que ce que je prévoyais. Ou alors des gens qui voulaient investir en euros se disent, oui, bon, à ce tarif-là, ça vaut pas trop le coup, parce que c'était moins que ce qu'on avait prévu. Et donc, ça va provoquer une baisse additionnelle de l'euro. Si la Banque centrale, elle ne fait pas ce qui est attendu par le marché, vous pouvez avoir une baisse de la monnaie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour la Banque centrale,
elle est dans une lutte perpétuelle entre ce que le marché attend d'elle et ce qu'elle veut faire. Et souvent, on observe un comportement des, des, comment dire, des banques centrales qui simplement elles regardent ce tableau et elles se disent, bon, bah écoutez, voilà, le marché a prévu à 84% qu'on allait faire cette hausse de taux, bah allez-y, on va la faire. Les banques centrales, pour moi, de ma vision, même la Banque centrale européenne, qui est un peu un cas particulier, elles obéissent plus au marché, elles sont plus otages du marché que lui dictant ses désirs, plutôt que le contraire. Pardon. Alors, qu'est-ce que peut faire la Banque centrale européenne si elle veut baisser ses taux et ne pas se voir obligée de les respecter? Eh bien, il va falloir qu'elle parle de manière beaucoup plus dovish, ce qu'on appelle dovish, c'est-à-dire en insistant beaucoup sur le fait qu'elle ne va pas monter les taux d'intérêt. Et ça, peut-être que les marchés ne vont pas la croire. Et là, on en revient sur la crédibilité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces prix réclamés par le marché, au bout d'un moment, la Banque centrale européenne, elle n'a plus la crédibilité suffisante pour les influencer de manière substantielle. Elle a le choix. Soit elle fait exactement ce que le marché demande, et dans ce cas-là, ça ne change rien. Soit elle fait plus que ce que le marché réclame, et dans ce cas-là, on pourrait avoir une hausse de l'euro qui limiterait l'inflation. Soit elle fait moins que le marché réclame, et là, vous avez une baisse de l'euro qui alimente l'inflation. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus une question de monter les taux. Même si vous les montez, il pourrait ne pas y avoir de gros changements. La question, c'est de faire plus que ce qui est déjà attendu par les marchés pour permettre de freiner la dévalorisation de la monnaie. Et regardez, quand ce monsieur Knot, je ne sais pas si je prononce bien parce qu'il est néerlandais, qui fait partie de la Banque centrale néerlandaise, a fait son discours sur une possible hausse de 50 points de base au lieu de 25, ben vous avez eu, regardez ici, vous avez eu une petite récupération de l'euro. Il faut voir, hein, c'est pas parce que ça remonte maintenant qu'on va pas avoir une baisse plus tard. Vous voyez, par exemple ici, on avait une belle remontée, certaines remontées, et ensuite on a eu une baisse encore plus. Voilà, il faut confirmer, c'est pas simplement en parlant qu'on peut avoir qu'on peut faire des actions importantes en termes de politique monétaire. Juste un truc assez important quand vous avez ce genre de déclaration des banquiers centraux. Okendorf. Voilà. Vous avez un classement des gens de chaque banque centrale qui est fait, pardon. Je crois que je me suis. Ah voilà, c'est là. Ça a l'air flou. Ah non. Voilà. On dit que quelqu'un est dove, colombe, quand ce sont des pays qui ne veulent absolument pas de hausse de taux d'intérêt. Et à l'inverse, on parle de faucon, hawk, quand ces gens ont tendance à pousser à l'intérieur de la Banque centrale européenne vers des politiques plus restrictives. Donc voilà, donc, on voit que c'est vraiment l'une des personnes qui défend le plus les taux d'intérêt. Ce que je suis en train de vous dire, c'est en fait c'est un peu du bon sens, parce que par exemple, vous voyez que Nagel, je ne sais pas comment on prononce, mais le nouveau gouverneur de la Bundesbank, c'est une des personnes qui réclame le plus de taux d'intérêt, tandis que logiquement, la Grèce et l'Italie en réclament beaucoup moins. Alors la France, c'est un peu particulier parce que Villeroy de Galhau, il est légèrement en faveur des hausses de taux, hein, vous voyez, il est légèrement hawk en rouge, mais un peu mollasson, si vous voulez. Et il faut voir, si vous voulez, quand les gens s'expriment, les gens de la BCE s'expriment, ce qui est important, c'est de savoir où ils sont dans ce classement. Si vous voulez que Knot défende ardemment de beaucoup de taux d'intérêt,
C'est normal, c'est ce qu'on attend de sa part. Par contre, si jamais vous avez Lane, qui est l'économiste en chef de la BCE, qui est un des plus défavorables aux hausses de taux, qui commence à vous dire, allez, on monte de 50 points de base les taux d'intérêt, alors là, ce sera vraiment une grosse nouveauté. C'est comme si, voilà, comme si le gouverneur de la Banque de Grèce vous dit, allez, on monte les taux on monte les taux à mort de telle sorte que voilà, il s'aligne sur le discours allemand. Et donc voilà, donc en ce moment, vous avez une sorte de guéguerre entre ces gens-là, ici, là, ces gens-là, euh, et, euh, et ces gens-là. J'en profite pour vous laisser une petite anecdote sur Lane. J'ai vu une vidéo sur, sur BFM Business. Tout ce dont je vous parle, je le mettrai en lien dans le sans micro ensuite. Ou non, dans le canal économie plutôt. Euh, En fait, il y a un peu de friture sur la ligne apparemment entre Philippe Lane et Christine Lagarde. Parce que Lane, qui est l'économiste en chef de la BCE, il était très très conciliant sur l'inflation. Il pensait que c'était transitoire, il pensait que ça n'allait pas vraiment avoir lieu. Vous voyez, il était euh, pas très au point sur la situation. Et Christine Lagarde, il y a un peu de la friture sur la ligne avec lui parce que maintenant, en fait, on a l'impression que Christine Lagarde est euh, un peu dégoûtée, quoi, qu'on lui ait on lui a raconté des cracks et que, en suivant les études faites par les équipes de Lane, elle se soit mis en porte-à-faux en racontant n'importe quoi sur l'inflation et en perdant de la crédibilité. Voilà. Et ça, c'est un truc qui a accompagné de manière assez intéressante parce que un des points importants, c'est que Christine Lagarde, c'est une avocate d'affaires. Et peut-être qu'en fait, du fait qu'elle n'avait pas forcément de compétences sur la question, elle s'est laissée intoxiquer par des technos qui étaient dans l'erreur. Et peut-être que si Christine Lagarde avait été un économiste, peut-être qu'elle aurait eu les arguments, les capacités économiques, économétriques pour se défendre vis-à-vis d'un Lane qui était vraiment très très optimiste sur l'inflation. Voilà. Euh, je vais aussi vous raconter une chose qui est très importante parce que en gros, je vais merde, j'ai perdu le j'ai perdu. Ah, est-ce que c'est là? Bon, je le reprends. Bounce. En fait, quand vous voyez les taux d'intérêt euh, euh, sur cette, euh, sur cette, euh, cet axe, vous avez l'impression que bah voilà, si on emprunte à 10 ans, c'est 1,47. Mais en réalité, les taux que vous empruntez, le taux à 10 ans, que vous voyez ici, c'est le taux moyen que vous allez payer pendant 10 ans. Et ce qui peut être intéressant, c'est pas simplement ce taux moyen que vous allez payer dans 10 ans, mais le taux que vous allez payer dans 10 ans. C'est-à-dire dans 10 ans, quand vous devrez refinancer votre dette, à quel prix vous le refinancerez. Et forcément, il sera beaucoup plus élevé que ces 1,47. Et vous avez un concept qui s'appelle le, le taux forward. Par exemple, si vous voulez emprunter, attendez, je vais réduire les maturités. Si les États veulent emprunter maintenant pour dans 2 ans, vous voyez que l'État en question, on va prendre on va relever cette courbe. L'État en question, il veut se financer à 1,24 à 1,244 à 1,25, on va dire, pour dans 2 ans. Mais en réalité, cette courbe, c'est une moyenne des taux. Mais comme les taux sont en train d'augmenter, logiquement,
euh, la moyenne est sans cesse, les valeurs des taux d'intérêt sont censées être croissantes. Et au bout d'un moment, ça atteint un certain plat parce que voilà, les valeurs qui entrent n'ont plus trop d'effet sur la moyenne. Mais en réalité, pour voir exactement à quel taux les États vont emprunter, vous faites ce qu'on appelle... Ah non, excusez-moi, on y était déjà. En fait, les taux... je vais inverser, je n'avais pas vu. En fait, le taux d'intérêt auquel un État veut emprunter pour dans 2 ans, il est de 0,47. Mais comme ce 0,47, c'est la moyenne de tous les taux jusqu'ici, y compris des taux négatifs, en réalité, ce jour-là, le 19 mai 2022, le taux auquel aura affaire la Banque Centrale Européenne, ou l'État qui veut s'endetter, il sera de 1,24, 1,25. Donc en fait, vous voyez que en réalité, le taux de refinancement de cette dette dans 10 ans, il sera plus du double que le laisse le suggérer la courbe des taux et les données que vous pouvez voir comme ça dans les médias de grande diffusion. Je vais m'arrêter sur ce point-là, parce que ça, c'est vraiment un truc un peu spécial. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, Alors, oui, pardon. alors, qui vient de Ouais. parler? Gwen, j'ai posé une question dans le chat, donc à la rigueur, Alors, Ouais. si tu peux, sinon je la pose. C'est comme tu préfères. bah, je vais la reposer. Allez. Euh, Euh, attendez 2 secondes, juste Ah, un petit truc, parce que en fait, j'intercale, là, je mets des questions. Après, peut-être qu'au montage, on pourra enlever les questions et garder juste toute la partie. Parce qu'après, je vais reparler un petit peu pendant quelques temps pour faire une conclusion et d'autres trucs. Et comme c'est beaucoup de choses, je préfère prendre les questions un peu en coupé. Je sais pas si c'est mieux comme ça, mais eh bien, attends, on du va coup, voir. ouais, du coup, ouais, je peux prendre la question. donc, Euh, eh ben, tant qu'on est en train de parler des taux, alors j'ai pris là ton intervention avec un petit peu de retard. Je sais pas si tu as détaillé en fait les différents taux de la zone euro ou si tu es resté focus direct sur l'OAT français. Euh, mais l'idée, c'était de savoir si tu observais déjà de possibles divergences en fait des spreads de taux qui se décaleraient en fait au niveau des différents pays de la zone, et notamment qui suivraient de près ou de loin en fait les faucons en fait et les cigales. Alors, quand on parle de spread de taux, en fait, tout le monde est un peu rivé sur Italie, Allemagne. Voilà. Ça, vous avez les taux avec, enfin, c'est la donnée qui est périmée d'une semaine, mais bon, une semaine, les choses ne changent pas tellement. Euh, Vous avez quand même une montée des taux, pardon. Moi, j'invoque des mots français, j'ai plus trop l'habitude. Euh, Vous avez un doublement de ce spread par rapport au plus bas qu'on avait rencontré au- en 2021. Mais en fait, on est encore très loin du maximum. Par exemple, quand vous aviez la crise, parce qu'il y avait le gouvernement populiste qui avait été élu en Italie, on était à des niveaux beaucoup plus élevés. Bon, après, la différence, c'est aussi que la dette des États à refinancer est peut-être beaucoup plus forte. Et donc, un spread un peu inférieur a des effets plus dramatiques. Après, en termes de spread, attends, par rapport là, c'est un peu une série un peu limitée. Je vais essayer de voir si j'en trouve une série plus longue. Voilà. Vous voyez, on a une assez forte hausse des spreads. Les spreads, c'est-à-dire qu'en fait, pour un même emprunt, la banque, pardon, le gouvernement italien, il paye à peu près 2%, non, 1,95% en plus que l'Allemagne. Euh,
Ce que vous pouvez voir, c'est que les spreads lors de la crise de la zone euro, c'était largement plus élevé. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que juste avant la crise de la zone euro, on était à des niveaux inférieurs. Et vous voyez que la machine s'emballe d'un coup. Mhm. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'en fait, euh, si vous voulez, le spread, c'est plutôt un baril de poudre. Vous voyez. Et ça peut exploser. Enfin, c'est un peu une bombe à retardement plutôt. Et là, on est sur des niveaux qui sont donc, je le disais, supérieurs à la période pré-crise de la zone euro. Et on peut tout à fait imaginer un nouveau dérapage. Et plus il augmentera, plus la probabilité qu'il y ait un dérapage augmente. C'est en Euh, plus, quand tu regardes la structure du graphe, tu vois, ouais. par rapport au moment de crise, là, tu as quand même une pente, tu as l'impression que ça monte doucement et sûrement, quoi. À la fin. Ouais, Ouais, bah c'est- oui, oui, mais c'est logique parce que si vous voulez, il y a l'inflation est de plus en plus grave et, ouais, euh, et si vous voulez, en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer avec ce tableau. En fait, ce tableau, il discrimine pas par pays. En fait, prend les taux exactement de la zone euro. Donc, à ça, de la BCE. À ça, vous devez rajouter les spreads. Et en fait, comme les taux, euh, les, les taux sont en train d'échapper à la Banque Centrale Européenne, elle contrôle que le taux au jour le jour. En réalité, plus les scénarios est difficile, plus les taux longs se libèrent en fait du contrôle de la BCE qu'elle avait pendant la période récente. Et à ce moment-là, cette perte de contrôle, elle est toujours plus forte en Italie qu'en Allemagne, bien entendu. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, quand le scénario se détériore sur les taux d'intérêt, il se détériore toujours plus en Italie qu'en Allemagne. Et c'est ça le spread, en fait. Euh, c'est en fait la différence entre la détérioration du scénario allemand et la détérioration du scénario italien. Voilà. Et donc là, vous avez vraiment une chose qui est probablement une préoccupation. Je pense que des niveaux vraiment qu'il va falloir regarder, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura dépassé les niveaux de la crise de 2018, là, vous pourrez commencer à penser, bon, ok, euh, plus haut, c'était la crise de la zone euro. Mais si on est à ce niveau-là, ça veut dire que il faut rajouter 1% en plus de taux d'intérêt pour l'Italie. Voilà, sachant l'état de la dette publique du pays, l'état de sa croissance, sa dépendance hein, aux, euh, aux énergies russes aussi. En fait, c'est vraiment la chose sur laquelle tout le monde est un peu focalisé. Parce que si la crise éclate, tout le monde pense qu'elle éclate, elle viendra de l'Italie. Ah, Et, je peux ouais, enchaîner vas-y, sur une autre question. Enfin, si tu veux. vas-y, pas de problème. Pas de problème. Première chose, c'est un constat, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on est dans une monnaie dite unique, la- les spreads de taux, si tu veux, ça m'a toujours fait rire. Euh, Parce que si tu veux, en fait, d'ailleurs, c'est Mario Draghi qui l'avait signalé en fait à l'époque du Whatever It Takes. Euh, C'est-à-dire qu'il avait parlé justement de ce risque de spread, si tu veux, qui est pas cohérent. C'est soit on a une monnaie unique, si tu veux, on a un taux unique. En fait, tu peux pas avoir de divergence. Enfin bon, ça c'est de la théorie en fait des systèmes monétaires optimaux. On est dans le monde réel. Euh, on n'a jamais eu un cadre inflationniste euh, pendant toute crise de la zone euro. Euh, donc, sachant que la seule et unique mission en fait de la Banque centrale européenne officiellement en fait, c'est de maintenir l'inflation à 2%. Est-ce que tu penses que si le scénario peut devenir incontrôlable et donc avec vraiment en fait des spreads qui vont se tendre énormément et qui pourraient nous amener à une dislocation en fait de la zone euro? Alors ça c'est ce qu'on disait avec on avait fait un space avec avec Charles-Henri Gallois. Et ça c'est difficile à dire parce que les niveaux actuels sont pas compatibles avec une dislocation de la zone euro.
mais ça peut se détériorer très vite. Mais moi, je suis toujours partisan l'euro. Bon, moi, je pense que l'Europe fédérale, c'est quelque chose qui va arriver, euh, et que s'il y a des embûches sur le chemin, vous allez cracher du sang pour sauver l'euro. Oui. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Euh, Ouais, mais est-ce que tu penses que tu vois. les Italiens l'accepteront? Alors ça, je sais pas, mais euh, c'est pas impossible que à ce moment-là, euh, on leur fasse. Enfin voilà, je pense que les Grecs ne l'ont pas accepté non plus théoriquement. Vous voyez, c'est ça Ouais, qui est mais compliqué. c'est en fait le niveau de enfin la Grèce de mémoire, c'était 2% du PIB de la zone euro. On leur a mis la tête sous l'eau. En fait, on les a menacés de les déconnecter de Swift. Enfin, il y a eu une pression monumentale en fait sur Tsipas et son équipe. Le mec est rentré dans le rang, il avait la troïka sur le dos. Je sais en fait, comment dire, que pendant la crise précédente, à l'époque des mini-bonds italiens, l'ancienne entreprise pour laquelle je travaillais a mis une pression énorme sur un de ses homologues italiens pour faire plier en fait le projet. En leur promettant en fait vraiment en fait qu'ils allaient les mettre par terre. Euh, bon, bah, quand tu es le deuxième gestionnaire actif mondial derrière BlackRock, en fait, sur le plan obligataire, en fait, tu pèses lourd. Mais comment dire? On n'était pas dans un contexte inflationniste. Ouais, alors, Et euh, ouais, vas-y, termine ta question. ben, en fait, comment dire? Je regarde de près ce qui se passe en Italie en ce moment. Il y a un mouvement politique qui s'est créé pour en fait la sortie en fait de l'Italie de la zone euro. Donc plus sous la forme d'avoir en fait, enfin c'est pas l'équipe de la Lega hein, en fait, hein, c'est différent. Et c'est un mouvement populaire. Donc je pense que c'est enfin il doit y avoir un soubassement d'équivalent gilets jaunes chez eux parce que les gens souffrent pardon de l'inflation. Euh, est-ce que tu penses que ça peut venir entre guillemets en fait contrecarrer en fait les scénarios de pression pour sauver quoi qu'il en coûte la zone. Tu vois, moi je pense que c'est difficile que ça c'est la politique fiction, tu sais. Et moi ce que je pense c'est qu'il y a toujours énormément de pression, on fera paniquer les gens. La BCE a quasiment fait démissionner à elle seule Berlusconi pour mettre Mario Monti à l'époque. Ouais, Sauf que en fait, je pense que voilà, la marche quand même serait beaucoup plus haute. Et là, je serais d'accord avec toi. La marche serait beaucoup plus haute pour les institutions européennes pour faire entrer l'Italie dans le rang par rapport à avant. Tu vois. ouais. Après, il faut savoir aussi que, en fait, tu dis que là, il n'y avait pas de crise inflationniste. Et en fait, c'est vrai. Car là, l'inflation aux consommateurs en zone euro. En fait, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était, Ah ouais. là, on est à 7, on a 7,5. Mais en fait, par rapport au débat qu'il y avait à l'époque, si vous voulez, en fait, on a eu une récupération assez forte et assez rapide de l'inflation qui allait au-dessus de la, de la, de l'objectif de la Banque centrale. Et à ce moment-là, euh, UCB main rates. On va trouver le graphique. Tac, 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 désolé. Hein. En fait, à ce moment-là, en avril 2011, donc là, vous voyez, c'était à peu près à ce moment-là, quand la Banque Centrale Européenne, elle commence à voir que l'inflation, elle monte au-dessus de son objectif de 2%, elle a remonté les taux. Elle a remonté les taux de pas grand-chose, hein, de 50 points de base. Et ça a aidé, ça a poussé euh, la crise, euh, la crise de la zone euro.
Donc en fait, c'était une crise inflationniste beaucoup plus bénigne, avec une réaction dans l'augmentation des taux qui était très faible, mais en réalité, ça a quand même contribué à faire exploser les finances publiques des États du Sud. Bon, C'est pas à eux ça. tout seuls. Et donc en fait, même si la situation n'avait rien à voir et que l'inflation était beaucoup plus faible, on était en fait dans une crise d'inflation et de remontée des taux en 2010-2011. Parce qu'en fait, à l'époque, vous aviez, alors ça, je sais que c'est un peu mon dada sur d'autres choses. Peut-être qu'un jour on en parlera. Vous aviez, premièrement, vous aviez la montée du prix des matières premières, et vous aviez aussi, voilà, vous aviez pas mal de distorsions climatiques. Ça, quand c'est en bleu, c'est La Niña, hein, et les années de La Niña, c'est des années très mauvaises pour les prix des matières premières. Et donc vous aviez comme une sorte de crise alimentaire mondiale en 2010-2011. Là, on voit aussi qu'on est un peu dans ce même cas de figure. Mais en 2010-2011, voilà, vous aviez La Niña très forte, plus les guerres au Proche-Orient, plus d'autres choses qui poussaient les taux à la hausse, l'inflation à la hausse. Et la Banque centrale, elle a paniqué. Elle a remonté les taux de manière assez rapide. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette fois-ci, elle n'a pas voulu euh, agir de manière préventive. En fait, c'est un peu les stigmates de cette période. Et donc, en fait, elle a attendu, la Banque Centrale Européenne, d'avoir tort pour, euh, pour agir. Et c'est probablement ce qui va rendre sa situation encore plus difficile. C'est-à-dire que plus vous attendez pour normaliser les taux, plus vous êtes en retard, plus l'inflation s'est installée, et plus la dose que vous devez faire pour contrôler l'inflation, elle est importante. Ah bah oui. Euh, et au bout d'un moment, est-ce que la dose que vous devez faire, l'économie pourra l'encaisser? Et c'est ça qu'en fait la question qu'on pourrait se poser. Euh, et euh, Finalement, euh, c'est ça le gros problème, parce que si vous voulez avoir un effet relevant, hein, sur le marché de la monnaie, on en revient toujours à ces attentes. Si vous faites ça, les marchés vont, voilà, réagir à la marge, parce que ils s'y attendent déjà. Euh, et euh, il faut vraiment, voilà, la Banque Centrale Européenne, elle est vraiment en retard. On a dit ça, behind the curve, comment on traduit ça? Derrière la courbe. En train de courir derrière la courbe de l'inflation. Je vais juste vous montrer un truc que je trouve assez rigolo en termes de professionnels. J'espère que. Alors, je ne sais pas si euh, beaucoup d'entre vous euh, lisent l'anglais, mais je vais essayer de traduire rapidement. Quand vous avez la Banque Centrale Européenne qui publie ses décisions, ses communiqués de presse, alors ensuite ils publient les comptes rendus total de la réunion qui sont un peu plus compliqués. euh, mais voilà, mais quand ils publient une décision, c'est assez intéressant parce que euh, euh, voilà ce que la Banque Centrale vous raconte. Euh, voilà, ils vous racontent. euh, La Banque centrale restera déterminée par son engagement stratégique à stabiliser l'inflation à 2% à moyen terme, et qu'il juge les progrès de l'inflation sous-jacente suffisants pour être compatibles avec une stabilisation de l'inflation à moyen terme. C'est un peu des phrases, vous voyez, il y a pas spécialement de démonstration, c'est assez du wishful thinking. Et ça, c'est un problème plus structurel de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'en fait, elle a relativement peu de crédibilité. Et quand elle communique, on dirait, voilà, plus des déclarations de ce qu'on aimerait que l'économie soit, plutôt que la réalité. Si vous voulez juste que je compare avec ce que peut publier la Banque Centrale du Brésil, la Banque Centrale du Brésil, elle vous fait une liste de tout ce qui s'est passé. Elle vous dit, voilà, notre scénario de référence, c'est un taux d'intérêt avec telle modalité. Si euh, euh,
elle vous met des hypothèses en termes de prix de l'énergie, elle vous des hypothèses en termes de taux de change, et elle vous dit voilà, si tout ça, ça reste à peu près au niveau où on l'a estimé, vous pouvez avoir une inflation de temps telle année et de temps l'année d'ensuite. Par rapport à cette prévision, on estime une balance des risques, des choses qui peuvent se passer plus mal ou de manière meilleure. Ils listent les choses et ils vous font un détail vraiment en détaillant les hypothèses de leur modèle sur ce que fait sur leurs prévisions. Et en fait, c'est vrai que la Banque Centrale Européenne, elle a été beaucoup dans une sorte de wishful thinking, en simplement dans ses publications en disant, ben voilà, écoutez, on pense que l'inflation, elle va revenir très vite dans les 2%. Et là, en fait, ils se prennent un peu le mur de la réalité ils sont bloqués entre les attentes du marché en termes de hausse des taux. Et, euh, et donc finalement, pendant longtemps, ils ont essayé de résister. Et finalement, ils devraient s'y plier à partir de juillet. Et donc quand vous regarderez les décisions de, de la décision de politique monétaire, ce qui est intéressant, c'est justement de voir comment est-ce que ça évolue. Est-ce que les marchés réclament encore plus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez satisfaits, considèrent que ce n'est pas suffisant pour maîtriser l'inflation, ou est-ce qu'au contraire, ils considèrent que la Banque centrale en fait assez et ils ne réclament pas plus de hausse des taux. Parce que, et peut-être je vais conclure l'intervention là-dessus, je vais reprendre euh, des, pardon, des questions. Là, vous avez les prévisions de la Commission européenne, donc c'est pas la Banque centrale, hein, mais c'est les prévisions de la Commission européenne sur l'inflation. En France, vous voyez que l'inflation, elle va être de 4,9 cette année, en moyenne, c'est-à-dire que si vous prenez tous les taux interannuels, ça rend janvier 2022 contre janvier 2021, février 2022 contre février 2021, et tous ces taux annuels, vous faites une moyenne, vous arrivez à 4,9. Et l'année prochaine, cette même mesure, elle vous mettra l'inflation à 3,1. En fait, vous pouvez ouvrir dans le détail euh, les, euh, les prévisions, et vous avez une chose qui est très importante quand vous regardez les prévisions, c'est les hypothèses. Vous avez tout un appendice technique sur les hypothèses qui leur ont permis de dessiner leur prévision d'inflation. Et comme vous pouvez le voir, dans cette prévision, donc qui était la prévision de printemps 2022, en fait, alors je vais grossir un peu, en fait, ils estiment qu'en 2022, le prix moyen du baril de pétrole, il sera de 103 dollars. Et qu'en 2023, il sera de 93,5. Donc voilà, donc ça, cette hypothèse de prix du baril à 103 dollars, il faut la mettre en parallèle avec ce qui se passe dans la réalité. Et par exemple, vous avez là un prix du Brent qui est, d'après la Banque Centrale Européenne, qui cette année sera en moyenne à ce niveau-là de la ligne que je dessine avec le curseur. C'est-à-dire que pour l'instant, a priori, si on oublie cette petite partie qui sont les 2 mois résiduels qui ne vont pas peser beaucoup au final sur la moyenne totale, on est quand même sur des valeurs au-dessus. Mais donc la Commission européenne elle parie sur des prévisions qui sont quand même un petit peu optimistes du point de vue du pétrole, avec une retombée dans les prochains mois. Et trouver d'autres hypothèses. Voilà. Ils partent aussi du principe qu'en moyenne, le taux de change euro-dollar sera de 1,9 cette année et de 1,8 l'année prochaine. Donc maintenant, vous retournez au taux de change euro-dollar et vous voyez que
En fait, la Banque Centrale Européenne, attendez, je vais reprendre à ce moment-là, elle espère qu'il y aura qu'en moyenne, le, le taux de change va se valoriser à ce niveau de la ligne en valeur moyenne pendant l'année. Donc vous voyez, c'est encore des choses qui peuvent ne pas être confirmées. Euh, et et euh, Par exemple, pour l'électricité, le gaz, notamment quelque chose qui est assez intéressant, c'est que euh, ils s'attendent à on va reprendre le pétrole, ils s'attendent à une chute relativement modérée, mais une chute quand même de 10% du prix du pétrole l'année prochaine. Voilà. Dans les prévisions antérieures, ils prévoyaient un prix à 63,9 dollars pour le pétrole, ce qui est, ce qui est un peu, ce qui était un peu complètement à côté de la plaque en réalité. Et le fait que en lisant cet appendice technique, en voyant que les prix du pétrole à cette époque-là, ils étaient plutôt à 80-85 et que la Banque Centrale Européenne prévoyait une chute très forte des prix du pétrole, on pouvait déjà savoir que, en réalité, pourquoi est-ce que la Banque Centrale Européenne se trompe? La Commission Européenne, dans le cas présent, mais la Banque Centrale Européenne avait des prévisions similaires. Donc voilà, quand vous lisez des prévisions, il faut toujours essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi est-ce que, même si on prend le modèle, on achète pour argent comptant le modèle de la Commission européenne, qu'est-ce qui leur permet d'arriver à ce chiffre-là? Et là, on voit clairement que c'est des hypothèses assez optimistes sur le taux de change et sur le baril. Et si ces hypothèses ne se matérialisent pas, ils vont devoir revoir leurs prévisions à la hausse, sachant que c'est très important de comprendre quelque chose, et je m'arrêterai là. Je vais juste prendre une image random sur Internet. Vous voyez, par exemple, voilà, on va prendre une prévision toute lambda qui est faite avec le modèle le plus simple qui puisse exister. Hop. Quand vous... Putain, on voit rien. Attendez. Voilà. Voilà. Quand vous faites une prévision de n'importe quelle série économique, en réalité, le point que vous prévoyez, que vous publiez, c'est cette ligne-là. Mais en réalité, c'est un intervalle. C'est comme les sondages. Vous avez une certaine marge d'erreur. Et la question, c'est de se dire, si les choses évoluent de la manière dont nous l'avons espéré dans nos hypothèses qui sont contenues dans l'appendice technique, que je viens de vous montrer en termes de taux de change de pétrole, si les relations entre ces variables et l'inflation est la même que dans le passé, en l'absence de choc nouveau, l'inflation sera de 4,9, de 3,1. Voilà. Donc en fait, ça fait beaucoup de conditions qui ne seront pas remplies. Par exemple, maintenant, avec la crise du Covid, eh bien, les chaînes de production, c'est plus ce que c'était, et donc la hausse des matières premières et des coûts a un impact différent sur les prix aux consommateurs. De même, il y a toute une série de chocs qui peut se rajouter et qui peut faire que finalement, il ne va pas rien se passer, et donc on va plutôt être dans la zone haute de la marge d'erreur, voire un peu plus haut même. C'est pas impossible d'être hors marge d'erreur. Alors voilà, il faut toujours penser comme ça quand on voit une prévision, que 4,9, c'est vraiment quelque chose de très conservateur. Et maintenant, une chose qui est très importante, et je vais vous montrer comment ça marche. Imaginez que là, il fait très très froid. Attendez, je dois aller sous Chrome. Imaginez qu'il fait très très froid et qu'il y ait un gel très important ici.
au Brésil et que je doive altérer les prévisions. Alors voilà, j'ouvre mon logiciel assez vieux et qui me permet de faire des prévisions économiques. Voilà, donc là, vous voyez, en 30 secondes, c'est fait. Je peux, par exemple, changer quelques paramètres. Par exemple, vous voyez, là, c'est des hypothèses de prix, des prix du pétrole. Hein, je peux les faire un peu plus hautes si je veux. Et voilà, j'ouvre, je regarde ce que me donne mon modèle en termes d'inflation. C'est-à-dire, s'il y a des prix du pétrole de cette ampleur, qu'est-ce que j'aurai comme inflation? Par exemple, au Brésil, là, ça me donne 4,37. Voilà, donc du coup, ça, c'est le portail de la Banque Centrale Européenne, Banque Centrale du Brésil, hop, voilà, et je peux altérer pour avoir, par exemple, voilà. Et hop, et voilà, et j'ai 4,37. Voilà, ça m'a pris 5 minutes. Probablement que si je la faisais en situation professionnelle, ça me prendrait un petit peu plus longtemps, quelques heures. Sauf que les prévisions faites par la Commission européenne, les prévisions faites par la Banque centrale européenne, les prévisions faites par le FMI, c'est souvent des prévisions qui sont faites avec des modèles extrêmement complexes. Hein. Non pas que le mien soit totalement simple. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup de lignes de code. Mais c'est des prévisions qui doivent être faites par une équipe, qui doivent être validées, qui doivent être faites avec des modèles extrêmement complexes. Et donc, en fait, le temps d'élaboration des prévisions est extrêmement long en comparaison de ce que je viens de vous montrer, moi qui suis dans un fonds d'investissement où j'ai la totale liberté de faire ce que je veux et où j'ai une agilité beaucoup plus grande. Et donc, finalement, ça, c'est un facteur à prendre en compte également quand vous lisez des prévisions. Les prévisions économiques faites par les grandes institutions, elles sont souvent en retard par rapport à ce qui se passe, du fait de leur élaboration. Même si les gens sont très compétents, le temps que vous faites pour les calculer est extrêmement long. Et donc finalement, quand elles sont publiées, surtout dans une situation maintenant, elles sont déjà périmées. Et c'est pour ça que personnellement, en tant que professionnel des prévisions, eh bien, je ne regarde pas les prévisions de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne, du FMI, de la Banque mondiale, parce que pour moi, ce sont des prévisions qui sont bien en retard, si vous voulez. Si je voulais savoir quelle heure il faisait ce matin, eh bien, je regarde ces prévisions. Mais ça n'est pas des choses qu'utilisent les professionnels, en tout cas pas à mon niveau, comme référence. Les prévisions de la Banque Centrale Européenne, c'est un peu différent parce qu'elles servent aussi pour la calibration des taux d'intérêt, mais c'est surtout vrai pour la Commission européenne et le FMI. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.